Le jour où ma belle-fille a frappé à ma porte avec un faux avocat et un sourire qui cachait un coup de poignard dans le dos, fut le jour où j'ai découvert qui elle était vraiment. Je m'appelle Brigitte, j'ai 62 ans, et cette histoire commence par un après-midi de jeudi qui semblait annoncer l'orage. Le ciel était chargé de ces nuages lourds qui rendent l'air dense et collant sur la peau. J'étais dans la cuisine en train de terminer le repassage, une pile de chemises de Guillaume que je lavais et repassais encore, même maintenant qu'il était marié. Parce qu'une mère, c'est ainsi, n'est-ce pas? On n'arrive pas à cesser de prendre soin. Le fer chuintait contre le tissu quand j'ai entendu le portail grincer. Ce n'était pas le grincement habituel de Guillaume, qui arrivait toujours doucement, respectant le silence du quartier. C'était un grincement pressé, décidé, comme quelqu'un qui a hâte de régler quelque chose d'important. J'ai éteint le fer et suis allé jusqu'à la fenêtre du salon. La voiture de mon fils était garée devant chez moi, mais il n'était pas seul. Pauline en est descendue en premier, toujours impeccable, toujours avec cet air de quelqu'un qui sort tout juste du coiffeur. Aujourd'hui, elle portait une robe bleu marine que je n'avais jamais vue. Des escarpins qui claquaient sur le sol mouillé du trottoir, comme de petits marteaux. Derrière elle, Guillaume est sorti lentement, regardant le sol, les mains dans les poches. Et puis, à ma surprise, un troisième homme a émergé de la banquette arrière. Un type d'une 50aine d'années, costume gris bien coupé, attaché-case en cuir à la main et une expression sérieuse qui ne collait pas avec une visite sociale. Mon cœur a fait un bond étrange. Ce n'était pas de la nervosité, c'était quelque chose de plus primitif, de l'instinct. Le même instinct qui me réveillait la nuit quand Guillaume était bébé et avait de la fièvre avant même qu'il ne pleure. Le même instinct qui m'avait fait comprendre que quelque chose n'allait pas le jour de l'accident de Michel, avant même que le téléphone ne sonne. J'ai rapidement arrangé mes cheveux dans le reflet de la télévision éteinte et suis allé ouvrir la porte avant qu'il ne sonne. Je voulais paraître naturel, mais à l'intérieur, je calculais chaque mouvement. Quand j'ai ouvert, Pauline avait déjà la main levée pour appuyer sur la sonnette. « Bonjour Brigitte », dit-elle avec ce large sourire qu'elle arborait lors des visites dominicales. Mais aujourd'hui, il y avait quelque chose de différent, une urgence mal dissimulée, un éclat dans les yeux qui n'était pas de la joie. Nous avons amené une visite spéciale. Guillaume leva à peine les yeux, murmura un « maman », presque inaudible, et resta derrière sa femme, comme un enfant caché dans les jupes de sa mère. L'homme au costume s'avança et tendit la main. « Madame Brigitte, enchantée. Je suis maître Bernard, avocat de la famille. Je suis venu pour régler quelques questions importantes concernant la documentation de la maison. » La façon dont il prononça « de la famille » m'agaça, comme si je n'en faisais pas partie, comme si j'étais juste un détail à régler. J'ai serré sa main fermement. J'ai appris tôt qu'une poignée de main en dit long sur une personne, et j'ai senti que les siennes étaient molles, moites. Cela ne m'a pas plu. « Entrez, je vous prie », dis-je en ouvrant plus largement la porte. Quelle bonne surprise d'avoir de la visite par un après-midi pareil. Ils sont entrés en file indienne. Pauline en tête, regardant autour d'elle comme si elle évaluait chaque meuble, chaque tableau. L'avocat juste derrière, également observateur. Guillaume en dernier, traînant des pieds comme quelqu'un qui ne veut pas être là. La maison où je vis a été construite par mon défunt mari, Michel, il y a plus de 20 ans. C'est une maison simple, mais solide. 3 chambres, 2 salles de bain, un salon spacieux qui sert de séjour et de salle à manger, une cuisine avec coin repas et une buanderie au fond. Rien de luxueux, mais chaque brique a été posée avec amour et sueur. Michel travaillait le jour dans le bâtiment et le soir, il élevait notre maison, brique par brique. « C'est ici que nous vieillirons ensemble, Brigitte, » disait-il, les mains pleines de mortier. « C'est ici que nous verrons notre petit grandir. » Le destin en a décidé autrement, mais la maison est restée, et moi dedans. J'ai conduit tout le monde au salon. Pauline s'est installée sur le canapé comme si elle était chez elle, croisant les jambes et lissant sa robe. Maître Bernard a posé son attaché-case par terre à côté du fauteuil et l'a ouvert d'un geste précis. Guillaume est resté debout, adossé au mur, regardant par la fenêtre, comme s'il espérait que la pluie résolve ses problèmes. « Puis-je vous offrir un café, un thé ?»
demandai-je en gardant le ton hospitalier de toujours. Ne vous dérangez pas, Brigitte, dit Pauline avec une hâte mal dissimulée. Il vaut mieux aller droit au but. Nous avons des documents importants à signer aujourd'hui. Le mot « signer » resta suspendu dans l'air comme un oiseau de mauvais augure. J'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale, mais j'ai gardé le sourire. « Des documents » demandai-je, toujours debout. « Quel genre de documents » Maître Bernard s'éclaircit la gorge et sortit un dossier de son attaché-case. « Madame Brigitte, nous avons discuté avec votre fils Guillaume et votre belle-fille Pauline de la situation de la maison. Ils s'inquiètent pour votre sécurité. Vous vivez seul dans une si grande maison. Nous avons apporté une très bonne proposition de vente. » Sa façon de parler fut comme un coup de poing à l'estomac déguisé en tendresse. Nous avons discuté, comme si je ne faisais pas partie de la conversation concernant ma propre maison. Votre sécurité, comme si j'étais une petite vieille incapable de prendre soin d'elle-même. Très bonne proposition, comme si ma maison n'était qu'un commerce à conclure. J'ai regardé Guillaume, espérant qu'il dise quelque chose, qu'il m'explique ce qui se passait. Mais il continuait de regarder par la fenêtre, les oreilles rouges comme quand il était petit et qu'il avait fait une bêtise. « Une proposition de vente », répétai-je lentement, savourant chaque mot. « De ma maison. » Et l'après-midi qui promettait déjà la tempête ne faisait que commencer. Cette nuit-là, après que tous soient partis, je me suis assise dans ma cuisine avec une tisane et j'ai laissé ma mémoire voyager vers des jours plus heureux. Parfois, quand le présent devient trop lourd, le passé nous offre la force dont nous avons besoin. J'ai connu Michel quand j'étais jeune, à peine sorti de chez mes parents à Orléans. Il était maçon, avait les mains calleuses et un sourire qui illuminait n'importe quelle pièce. Il n'était pas beau dans le sens classique du terme, mais il avait quelque chose qui me faisait me sentir en sécurité rien qu'en le regardant. Il travaillait dur, se levait à 5 heures du matin et rentrait avec un bleu de travail sale de ciment, mais toujours avec une histoire drôle du chantier à me raconter. « Un jour, nous aurons notre propre maison, Brigitte, » disait-il en dessinant des plans imaginaires dans l'air avec ses doigts tachés. « Une maison qui sera vraiment à nous, où personne ne pourra nous demander de partir. » Il savait ce que c'était de vivre par charité. Élevé par sa grand-mère après que ses parents sont morts dans un accident de voiture, Michel avait passé son enfance à déménager de maison en maison, toujours dépendant de la bonne volonté de parents éloignés. « Je ne veux plus jamais que tu passes par ça, » me disait-il en tenant ma main. « Je ne veux jamais que nos enfants sentent qu'ils n'ont pas leur place dans le monde. » Nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie simple dans l'église du quartier. Je portais la robe de ma sœur aînée. Lui, un costume emprunté aux témoins. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions l'espoir et des rêves. Beaucoup de rêves. Guillaume est né 2 ans après notre mariage, un bébé potelé et souriant qui pleurait peu et dormait bien. Michel a passé une semaine entière à porter une photo froissée dans la poche de sa chemise, la montrant à tout le monde sur le chantier. « Regardez-moi ça, mon fils », disait-il avec fierté. « Il sera ingénieur, ce petit. Il construira de meilleures maisons que son père. » Quand Guillaume avait encore ses premières années, Michel est rentré à la maison avec une nouvelle qui changerait nos vies pour toujours. Il avait trouvé un terrain. Ce n'était pas grand, ce n'était pas dans le meilleur quartier, mais c'était à nous, ou plutôt, ce le serait après de nombreuses années à payer des mensualités qui rentreraient dans notre budget serré. « C'est ici, Brigitte », m'a-t-il dit en m'emmenant voir le terrain un dimanche après-midi. C'était un bout de terre battu avec de l'herbe qui poussait dans les coins et un seul arbre au fond. Pour moi, cela ressemblait à n'importe quel terrain vague. Pour lui, c'était le paradis. C'est ici que nous construirons notre château. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Brique par brique, week-end après week-end, jour férié après jour férié. Michel travaillait dans le bâtiment pendant la semaine et construisait notre maison pendant son temps libre. J'aidais comme je pouvais, portant du matériel, préparant le mortier, peignant les murs. Guillaume jouait à côté de nous, toujours avec un petit casque jaune que son père lui avait offert. Nous avons mis des années à terminer. Des années d'économie extrême, de rêver chaque pièce, de calculer chaque brique. Je me souviens du jour où nous avons installé la première porte. Guillaume était encore petit et a insisté pour être le premier à entrer. « Maintenant, c'est vraiment notre maison, n'est-ce pas, maman ?»
avait-il demandé en courant dans les pièces vides. Maintenant, personne ne peut nous demander de partir. Exactement ce que son père disait toujours. Quand nous avons finalement déménagé dans la nouvelle maison, Guillaume était encore enfant et semblait un prince explorant son château. Chaque chambre était une aventure, chaque coin une cachette possible. La maison n'était pas encore complètement terminée. Il manquait du carrelage dans la salle de bain, le sol de la cuisine était en béton ciré, les murs demandèrent de la peinture, mais elle était à nous. Nous finirons petit à petit, disait Michel en nous serrant dans ses bras, Guillaume et moi, au milieu du salon vide. L'important, c'est que nous sommes chez nous. Les années qui ont suivi ont été les meilleures de ma vie. Michel a trouvé un meilleur emploi dans une grande entreprise de construction. Guillaume s'est bien adapté à sa nouvelle école et je faisais quelques travaux de couture à la maison pour compléter nos revenus. Peu à peu, nous avons amélioré la maison. Carrelage dans la cuisine, parquet dans le salon, un petit jardin bien entretenu devant. Guillaume grandissait trop vite. De petit garçon silencieux qui jouait avec des blocs de construction, il était devenu un préadolescent plein d'énergie et de questions. « Papa, comment tu savais où mettre chaque brique ? Maman, pourquoi notre maison est différente des autres ? Quand je serai grand, je construirai une maison encore plus grande. » Michel avait une patience infinie avec la curiosité de son fils. Il passait des heures à lui expliquer les fondations, la structure, les finitions. « Une maison n'est pas que des murs et un toit, Guillaume, disait-il. C'est là où nous gardons nos souvenirs, où nous créons notre histoire. C'est pour ça qu'elle doit être faite avec amour. » L'accident est arrivé par un matin d'août. Un échafaudage mal monté, une rafale de vent plus forte, un faux mouvement. Michel est tombé du 10e étage. Il n'est même pas arrivé vivant à l'hôpital. Guillaume était à l'école quand j'ai reçu l'appel. Je me souviens de chaque détail de cette journée. L'odeur des haricots qui brûlaient sur le feu pendant que je courais vers l'hôpital, l'expression du médecin quand il m'a annoncé la nouvelle, le silence dans la voiture du retour à la maison. Comment allais-je expliquer à un garçon de 12 ans que papa ne reviendrait plus ? Les mois qui ont suivi ont été les plus difficiles de ma vie. En plus de la douleur de la perte, il y avait les questions pratiques. L'entreprise a payé une petite indemnité, suffisante pour terminer de payer la maison, mais pas beaucoup plus. Mon salaire d'infirmière à mi-temps ne couvrait pas toutes les dépenses. C'est alors que j'ai découvert que je savais mieux coudre que je ne l'imaginais. J'ai commencé par faire de petites retouches pour les voisines, puis des vêtements simples, jusqu'à avoir une clientèle fidèle. Guillaume m'aidait comme il pouvait. Il organisait les tissus par couleur, livrait les vêtements finis aux clientes du quartier, s'occupait de la maison pendant que je travaillais. Il a grandi trop vite, assumant des responsabilités qui n'étaient pas les siennes, mais il ne s'est jamais plaint. « Nous allons y arriver, maman, » disait-il quand il me voyait inquiète pour les factures. « Papa a laissé la maison payée. Nous allons y arriver. » Et nous y sommes arrivés. La méfiance n'est pas arrivée d'un coup. Elle est venue peu à peu, comme l'eau qui s'infiltre par une fissure que l'on ignore, jusqu'au jour où l'on trouve le plafond tout taché. Pendant les premiers mois de mariage, Pauline continuait d'être la belle-fille attentionnée de toujours. Elle apportait des fleurs quand elle venait me rendre visite, complimentait ma cuisine, s'inquiétait de ma santé, mais il y avait de petits détails qui ont commencé à m'agacer. « Brigitte, avez-vous déjà pensé à moderniser vos documents ?» m'a-t-elle demandé un dimanche après-midi pendant que nous prenions le café sur la terrasse. De nos jours, il est important de tout garder organisé, numérisé. Je connais un très bon clerc de notaire qui pourrait vous aider. À l'époque, j'ai pensé que c'était de la gentillesse. Pauline travaillait dans le marketing digital. Elle parlait toujours de technologie, de modernisation. Il était logique qu'elle se soucie de mon organisation, mais quelque chose dans la façon dont ses yeux ont brillé quand elle a mentionné les documents m'a mise en alerte. « Merci, ma chère, mais mes papiers sont tous en ordre, » ai-je répondu en servant plus de café. J'ai un notaire de confiance depuis des années. J'ai vu une ombre passer sur son visage, rapide, presque imperceptible, mais elle était là. « Ah, c'est bien, mais si vous aviez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez m'appeler. Je sais comme ces bureaucraties peuvent être compliquées pour les personnes de votre génération. » Les personnes de ma génération.
comme si j'étais une relique incapable de m'occuper de ses propres affaires. Les visites sont devenues plus fréquentes et plus dirigées. Pauline trouvait toujours une excuse pour passer à la maison. Elle apportait une nouvelle recette à essayer, demandait à utiliser la salle de bain, voulait me montrer quelque chose sur son portable, mais je remarquais comme ses yeux parcouraient chaque pièce, comme elle posait des questions apparemment innocentes sur les rénovations, l'entretien, les dépenses de la maison. « Ce salon serait magnifique avec un mur abattu, vous ne trouvez pas ?» a-t-elle commenté un jour, pointant la cloison entre le salon et la salle à manger. Cela donnerait une sensation d'espace incroyable. Et avec la valeur que les maisons ont aujourd'hui dans le quartier, une rénovation comme ça valoriserait énormément le bien. Le bien ? Elle appelait ma maison le bien, comme si ce n'était qu'un objet de plus à négocier. Guillaume, le pauvre, semblait ne rien remarquer, ou faisait semblant. Il était amoureux, ébloui par cette femme qui parlait d'investissement et d'avenir brillant. Quand j'essayais d'aborder le sujet subtilement, il changeait de conversation ou défendait sa femme. « Pauline veut juste nous aider, maman. Elle s'y connaît en finance, en planification. Nous devons penser à l'avenir. » L'avenir, toujours l'avenir. Comme si le présent, notre vie simple mais digne, ne valait rien. C'est un matin de mardi que j'ai reçu l'appel qui a tout changé. J'étais en train d'arroser les plantes de la terrasse quand le téléphone a sonné. C'était Monsieur Antoine, du notaire où j'ai enregistré la maison il y a tant d'années. « Madame Brigitte, excusez-moi de vous déranger, mais j'ai reçu une visite étrange ici aujourd'hui. Une jeune femme s'est présentée comme votre mandataire, voulant des informations sur l'acte de propriété de votre maison. » Mon sang s'est glacé. Le tuyau d'arrosage a glissé de ma main et a continué à mouiller le sol pendant que je traitais l'information. « Comment ça, mandataire ? » Eh bien, j'ai trouvé ça bizarre. Elle avait quelques documents. Elle disait que vous étiez malade et qu'elle devait s'occuper de la paperasse. Mais comme je vous connais depuis des années, j'ai décidé d'appeler avant de donner quelque information que ce soit. Malade. Pauline avait dit que j'étais malade. Monsieur Antoine, je n'ai envoyé aucun mandataire et je ne suis pas malade du tout. Je m'en doutais. C'est pour ça que j'ai appelé. La jeune femme a beaucoup insisté. Elle a dit que c'était urgent. Elle a même montré une carte d'identité à votre nom, mais elle ne m'a pas convaincue. Ces arnaques deviennent de plus en plus sophistiquées. Une carte d'identité à mon nom. Comment l'avait-elle obtenue ? J'ai remercié Monsieur Antoine et j'ai raccroché le téléphone, les mains tremblantes. Pas de peur, mais d'indignation. J'ai couru vers ma chambre et j'ai ouvert le tiroir où je gardais mes documents importants. Tout était là, carte d'identité, carte vitale, permis de conduire. Mais alors je me suis souvenu. Il y a quelques semaines, Pauline avait demandé à voir ma carte d'identité parce qu'elle organisait une liste de cadeaux d'anniversaire et voulait être sûre de l'orthographe exacte de mon nom. Quelle idiote j'avais été. Je lui avais donné le document sans me méfier. Elle a dû le photographier ou faire une copie quand elle est allée aux toilettes. Cet après-midi-là, je me suis assise dans la cuisine avec un carnet et j'ai commencé à noter tout. Chaque commentaire étrange, chaque question dirigée, chaque comportement suspect. Le schéma est devenu clair comme de l'eau de roche. Pauline cartographiait ma vie financière, testait ma capacité mentale, construisant un dossier pour me présenter comme incapable. Le lendemain, j'ai pris une décision. J'ai mis mes plus beaux vêtements et je suis allée au centre-ville. Premier arrêt, le notaire. J'ai demandé d'inclure une observation spéciale dans mon dossier. Toute demande concernant mes documents devrait être confirmée personnellement avec moi, par téléphone, avant toute procédure. « Madame Brigitte, vous avez raison de prendre des précautions, » m'a dit Monsieur Antoine. Ces arnaques contre les personnes âgées deviennent de plus en plus fréquentes. Personnes âgées, j'avais 62 ans, je travaillais, je conduisais, je m'occupais seule de ma maison, mais pour le monde, j'étais déjà une personne âgée vulnérable. Deuxième arrêt, la banque. J'ai parlé avec le conseiller, un jeune homme attentionné, et j'ai demandé qu'un code spécial soit inclus sur mon compte. Toute tentative de mouvement ou de consultation sans le code serait automatiquement bloquée. Troisième arrêt, le cabinet de Maître Dubois, mon avocat depuis plus de 15 ans. Un homme intègre, aux cheveux grisonnants et d'expérience réelle. Je lui ai tout raconté. Les questions de Pauline,
la tentative chez le notaire, ma méfiance croissante. Brigitte, vous avez bien fait de venir me voir. Je vais préparer quelques documents préventifs. Une déclaration de capacité mentale, un mandat spécifique seulement pour moi en cas d'urgence, et nous allons actualiser votre testament. Testament? Il vaut mieux prévenir. Si quelqu'un essaie de remettre en question votre capacité, nous devons laisser votre volonté bien claire et documentée. Je suis rentré chez moi avec un dossier plein de papiers signés et timbrés. Des documents qui prouvaient ma sanité mentale, ma capacité de décision, ma volonté expresse concernant mes biens. C'était mon armure contre toute tentative d'arnaque. Maintenant, j'étais prête. Alors, Pauline, dis-je en tapotant mes ongles sur la table avec impatience. Nous pouvons régler cela aujourd'hui même. Maître Bernard a apporté tous les papiers nécessaires. Je regardais l'homme au costume gris qui s'installait dans le fauteuil comme s'il était le maître des lieux. Il ouvrit son attaché-case et sortit un dossier volumineux, étalant les documents sur ma table basse comme quelqu'un qui distribue des cartes. « Madame Brigitte », dit-il avec une voix embsée. « Ceci est une proposition très avantageuse. L'appartement que nous avons trouvé pour vous est moderne, avec toute la sécurité nécessaire pour une personne de votre âge. » Une personne de mon âge, encore. « Et quelle serait exactement votre formation, maître Bernard ?» demandai-je, en gardant un ton doux mais direct. Il hésita une fraction de seconde. Je suis avocat spécialisé en droit immobilier. Que c'est intéressant? De quelle université? De l'université de la Sorbonne. Ah, la Sorbonne. Et votre barreau? Pauline intervint rapidement. Brigitte, ce n'est pas important maintenant. Ce qui compte, c'est de régler la situation de la maison avant que ça devienne plus compliqué. Plus compliqué pour qui? Guillaume continuait à se taire, regardant par la fenêtre comme s'il voulait être n'importe où sauf là. De temps en temps, il me lançait des regards rapides, presque suppliants, mais ne disait rien. « Et vous savez, » continuai-je en servant plus de café, « c'est drôle comme vous avez tout organisé sans même me consulter vraiment. Vous avez même déjà choisi l'appartement. » « C'est parce que nous nous soucions de vous, » dit Pauline en forçant un sourire. « Nous voulons tout faciliter. » Quelle gentillesse! Je pris un des papiers sur la table et fis semblant de l'examiner. « Et ce document-là, qu'est-ce que c'est exactement ?» Le supposé maître Bernard se pencha vers moi. « C'est l'acte de cession de la propriété. Très simple, il suffit de signer ici, ici et ici. » Il pointa plusieurs lignes avec son stylo doré. Cession à qui? À l'entreprise responsable de la vente. Et le nom de cette entreprise? Silence gêné. Pauline et le faux avocat s'entre-regardèrent. Tout est spécifié dans le document, marmonna-t-il. Ah, c'est vrai. Je pris mes lunettes de lecture et commençai à lire à voix haute. Cession des droits de la propriété située au... Je m'arrêtai. Que c'est curieux. Ici, il est écrit que je cède la maison à Guillaume Moreau et Pauline Dubois-Moreau. Le silence était maintenant assourdissant. Vous voulez dire qu'il n'y a aucune entreprise? La maison va directement à vous deux? Pauline perdit son sang-froid. Brigitte, c'est juste une formalité. Comme nous sommes en famille, c'est plus facile de faire le transfert ainsi. Après, nous vendons et nous achetons l'appartement pour vous. Après, vous vendez, répétai-je lentement. Ma maison. Guillaume parla finalement, la voix enrouée. Maman, c'est la meilleure façon de... Guillaume. Ma voix sortit plus ferme que je ne l'espérais. Tu es silencieux depuis 1 heure. Maintenant tu veux parler? Il baissa la tête de nouveau. Je me levai et allai jusqu'au buffet, où je garde quelques affaires importantes. Je pris un dossier qui était là depuis des semaines, attendant ce moment. Puisque vous avez apporté des documents, dis-je en retournant à mon fauteuil, j'en ai aussi quelques-uns ici. J'ouvris le dossier et sortis le premier papier. Ceci est un certificat de capacité mentale fait par le docteur Lemoine, psychiatre, attestant que je suis en pleine possession de mes moyens pour prendre des décisions concernant ma vie et mes biens. Je vis le visage de Pauline pâlir. Celui-ci est un rapport de mon médecin, confirmant que je n'ai aucun problème de santé qui compromette mon jugement. Je posai le second document sur la table. Et celui-ci, je pris une feuille avec un en-tête officiel.
est un dépôt de plainte que j'ai fait au commissariat dénonçant une tentative de fraude contre ma personne. Le silence était maintenant de la panique. Le faux maître Bernard commença à ranger ses papiers à la hâte. Ah, mais le meilleur arrive maintenant. Je pris mon téléphone portable et appuyai sur lecture d'un enregistrement. La voix de Pauline résonna dans le salon. « Monsieur Antoine, je suis la mandataire de Madame Brigitte. Elle a quelques problèmes de santé et je dois m'occuper de la documentation de sa maison. » Guillaume ouvrit grand les yeux. C'était la première fois qu'il entendait cela. « Ceci a été enregistré par Monsieur Antoine du notaire quand tu as essayé de te faire passer pour ma mandataire, » expliquai-je en regardant directement Pauline. Elle était rouge de colère et de honte. « Je peux expliquer ? » ?»« Tu peux, » l'interrompis-je. « Alors explique aussi ceci. » Je montrai une photo sur mon téléphone. « Ceci est la copie de ma carte d'identité que tu as prise quand tu as demandé à vérifier l'orthographe de mon nom. Monsieur Antoine me l'a montré quand tu as essayé de l'utiliser comme fausse identification. » Le faux avocat se leva brusquement. « Je dois partir, j'ai un autre rendez-vous. »« Tu peux partir, » dis-je en souriant. « Mais avant, maître Bernard, si c'est bien ton nom, peux-tu me montrer ta carte du barreau ?» Il s'arrêta à la porte, figé. « Tu n'en as pas, n'est-ce pas? Parce que tu n'es pas avocat. D'ailleurs, l'exercice illégal de la profession, c'est un délit. Tu veux que j'appelle la police maintenant, ou tu préfères partir et ne plus revenir ?» Il sortit sans dire un mot, laissant même son attaché-case derrière lui. Guillaume était sous le choc, regardant alternativement sa mère et sa femme, comme s'il assistait à un film de suspense. « Pauline, » dit-il d'une voix tremblante. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» Elle explosa. « Ta mère est une vieille paranoïaque. Je voulais juste aider. Je voulais juste qu'elle ait une vie meilleure. »« Aider ?» me levai-je de mon fauteuil. En essayant de me faire déclarer incapable, en falsifiant des documents, en inventant une procuration ? « Tu ne comprends pas !» cria-t-elle. « Cette maison vaut une fortune. Elle est gaspillée avec une personne qui ne l'apprécie même pas. » Et voilà la vérité toute nue. Guillaume regarda sa femme comme s'il la voyait pour la première fois. « Pauline, tu m'as menti ?»« Je n'ai pas menti. J'ai juste voulu organiser les choses d'une façon plus pratique. » « Plus pratique pour qui ?» demandai-je. « Pour vous deux ? Pour vendre ma maison et garder l'argent ?» Elle ne répondit pas. Elle n'avait pas besoin. La réponse était inscrite sur son visage. Je pris le téléphone et composai un numéro. « Maître Dubois, pouvez-vous venir chez moi, s'il vous plaît ? Je dois déposer la plainte dont nous avons parlé. » Pauline écarquilla les yeux. « Tu ne vas pas appeler la police ? » « Je l'ai déjà fait. Tentative d'escroquerie, falsification de documents et exercice illégal d'une profession. Ça devrait faire quelques bonnes années de prison. » Guillaume pleurait, des larmes silencieuses de honte et de déception. Il me regarda avec des yeux rouges. « Maman, je ne savais pas. Je jure que je ne savais rien de tout ça. » Je marchai vers lui et posai ma main sur son visage, comme je le faisais quand il était enfant et qu'il se blessait. « Je sais, mon fils, je sais. » Mais même en le sachant, une partie de moi était morte cet après-midi-là, parce que mon petit garçon, mon Guillaume, avait choisi de croire une étrangère plutôt que de faire confiance à la mère qui l'avait élevé. Et certains choix n'ont pas de retour en arrière. Quand maître Dubois arriva une demi-heure plus tard, la maison était déjà silencieuse. Pauline était partie comme un ouragan, claquant la porte si fort que le cadre au mur avait tremblé. Guillaume était resté, mais il était assis sur le canapé comme une statue, regardant ses propres mains. « Brigitte, » dit mon avocat en observant la scène, « vous allez bien ? » ?»« Ça va, maître Dubois. Mieux que je n'ai été depuis des mois. » Il me tendit une enveloppe cachetée. « Voici les documents que vous m'aviez demandés. La demande de mise sous tutelle a été rejetée par le juge, comme nous l'espérions, et nous avons aussi l'ordonnance de restriction contre toute tentative de changement de propriétaire de la maison sans votre présence personnelle chez le notaire. » Je pris l'enveloppe et la posai sur la table, bien en face de Guillaume. Il leva les yeux, confus. « Maman, qu'est-ce que c'est ? » ?»« C'est la preuve que ta mère n'est pas la petite vieille incapable que ta femme t'a dépeinte. » Je m'assis à côté de lui. « Pauline a déposé une demande de mise sous tutelle au tribunal, Guillaume.
Elle voulait me faire déclarer mentalement incapable pour pouvoir prendre le contrôle de mes biens. Il devint pâle. Elle ne m'a rien dit de tout ça. Je suis sûre qu'elle ne t'a rien dit, tout comme elle ne t'a pas dit qu'elle avait déjà contacté 3 agences immobilières pour faire évaluer cette maison, ou qu'elle avait ouvert un compte bancaire à vos 2 noms pour recevoir l'argent de la vente. Maître Dubois confirma d'un signe de tête. Tout est documenté et annexé au dossier que nous allons ouvrir contre elle. Guillaume passa ses mains dans ses cheveux, désespéré. Mon Dieu, comment ai-je pu être si aveugle? Je ne répondis pas. Certaines questions, on doit y répondre tout seul. Après le départ de Maître Dubois, nous restâmes là, mère et fils, entourés par le silence lourd de la vérité. J'allai à la cuisine et revins avec 2 verres d'eau. Guillaume but le sien comme s'il avait traversé un désert. « Maman, je peux expliquer ?»« Tu n'as pas besoin, Guillaume. »« Si, j'ai besoin. » Il se leva, agité. « Je ne savais rien de tout ça. Pauline m'avait dit que vous deveniez distraite, qu'il était dangereux de vivre seule. Elle m'avait montré des factures en retard. Elle disait que vous aviez oublié de les payer. » « Quelles factures en retard ? De la carte de crédit, de la pharmacie. » J'allai au tiroir de la cuisine et revins avec mon classeur de documents. Je lui montrai tous les justificatifs de paiement des 6 derniers mois, tout à jour, tout organisé. Elle a falsifié, Guillaume. Elle a créé de fausses factures pour te convaincre que je perdais mes capacités mentales. Je vis mon fils s'effondrer. C'était douloureux à regarder, mais nécessaire. Il devait comprendre l'ampleur de ce qui s'était passé. « Comment a-t-elle réussi tout ça ?» murmura-t-il. « Parce que tu l'as laissé faire. » Les mots sortirent plus durs que je ne l'avais voulu, mais ils étaient vrais. Tu m'as livré sur un plateau à elle, Guillaume. Chaque information dont elle avait besoin, chaque détail sur ma vie, tu l'as fourni sans questionner. Il se remit à pleurer. Cette fois, ce n'étaient pas des larmes de choc, c'étaient des larmes de culpabilité. « Je suis désolée, maman. Je suis tellement désolée. » Je m'assis à côté de lui et pris sa main. C'étaient encore les mains de mon petit garçon, mais maintenant, elles portaient le poids des choix d'adulte. « Guillaume, je te pardonne. Tu as été trompé, manipulé. Pauline est très forte dans ce qu'elle fait. Mais j'aurais dû me méfier. J'aurais dû te protéger au lieu de... » « Au lieu de quoi ?» Il me regarda avec des yeux pleins de honte. « Au lieu de penser que tu étais un obstacle à notre bonheur. » L'honnêteté faisait mal, mais elle était nécessaire. « Et maintenant ?» demandai-je. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Guillaume resta silencieux longtemps. Quand il parla finalement, sa voix était ferme pour la première fois de la journée. « Je vais me séparer d'elle. Je ne peux pas continuer mariée avec quelqu'un qui a essayé de vous faire ça, de nous faire ça. » Je sentis un soulagement que je n'attendais pas, mais avec le soulagement vint autre chose, la certitude que les choses ne seraient plus jamais les mêmes entre nous. « Et où vas-tu habiter ?»« Je ne sais pas. Je vais chercher un petit appartement, quelque chose que je puisse payer seul. »« Tu peux rester ici. » Il secoua la tête. « Non, maman. J'ai besoin de reconstruire ma vie. J'ai besoin de vous prouver, à vous et à moi, que je peux être un vrai homme. » Je compris. C'était de l'orgueil, mais c'était aussi de la sagesse. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Le procès contre Pauline avança rapidement. Les preuves étaient irréfutables. Elle fut condamnée pour tentative d'escroquerie et falsification de documents. Guillaume demanda le divorce, et elle ne contesta même pas. Elle était trop occupée à essayer d'éviter la prison. Mon fils trouva un petit appartement au centre-ville, modeste mais digne. Il venait me rendre visite 1 fois par semaine, apportant toujours des fleurs ou quelques gâteaux que j'aimais. Nos conversations étaient différentes maintenant, plus prudentes, plus respectueuses. Il avait appris que je n'étais pas seulement sa mère. J'étais une personne avec des droits, des volontés et une capacité de décision. « Maman, » me dit-il lors d'une de ses visites, « je voudrais vous demander quelque chose. » « Dis-moi. »« Je voudrais apprendre à m'occuper du jardin, comme papa le faisait, comme vous le faites. Je pense que j'ai besoin de mieux comprendre la valeur des choses qui se construisent lentement. »
Je souris. C'était le premier vrai signe que mon fils grandissait vraiment. Nous décidâmes qu'il viendrait le samedi matin pour travailler ensemble dans la terre. Nous ne parlions pas beaucoup pendant ces heures, mais il y avait une paix différente entre nous. Il apprenait que prendre soin de quelque chose est beaucoup plus difficile que le vendre. 6 mois après la confrontation, je reçus une lettre inattendue. Elle venait de Pauline, de la maison d'arrêt pour femmes où elle purgeait sa peine. « Madame Brigitte, je sais que je n'ai pas le droit de demander votre pardon, mais je voulais que vous sachiez que j'ai compris le mal que j'ai fait. Vous avez lutté toute votre vie pour cette maison et j'ai essayé de vous l'enlever en quelques semaines. C'était inhumain. » Je ne répondis pas à la lettre. Il n'y avait rien à dire. Un après-midi, pendant que j'arrosais les plantes, je réfléchis à tout ce qui s'était passé. Pauline m'avait enseigné quelque chose d'important, que la vraie force ne consiste pas à obtenir ce qu'on veut à tout prix, mais à protéger ce qu'on a construit avec dignité. Ma maison tenait toujours debout. Mon fils était revenu à la maison, pas physiquement, mais émotionnellement, et j'avais découvert qu'à 62 ans, j'étais encore capable de me battre pour moi-même. Le samedi suivant, Guillaume arriva avec un petit rosier dans un pot. « Je pensais qu'on pourrait le planter ensemble, » dit-il. Papa aurait aimé voir des roses près de la terrasse. Nous passâmes la matinée à préparer la terre, à creuser le trou, à installer délicatement la petite plante. Guillaume travaillait avec une concentration que je ne lui connaissais pas, comme s'il apprenait un langage nouveau. « Maman, dit-il pendant que nous tassions la terre autour des racines, j'ai quelque chose à vous dire. Je t'écoute. J'ai rencontré quelqu'un. » Mon cœur se serra automatiquement, mais je gardais les mains occupées avec la terre. « Elle s'appelle Marie. C'est une institutrice. Elle a 35 ans, elle est divorcée, elle a une petite fille de 8 ans. Et j'aimerais que vous la rencontriez, mais seulement quand vous vous sentirez prête. Il n'y a pas de presse. » Je le regardais. Il était différent, plus calme, plus réfléchi. L'expérience avec Pauline l'avait marqué, mais elle l'avait aussi fait grandir. « Tu l'aimes ? Je pense que oui. Mais cette fois, je veux être sûre. Je veux prendre le temps de vraiment la connaître, de savoir qui elle est quand personne ne regarde. C'est sage. » Marie sait tout de ce qui s'est passé avec Pauline. Je lui ai tout raconté. Elle dit qu'elle comprend pourquoi vous pourriez vous méfier. J'arrosais délicatement le rosier nouvellement planté. Alors, elle est déjà plus intelligente que l'autre. Guillaume sourit. Un vrai sourire, le premier que je voyais depuis des mois. Quelques semaines plus tard, j'acceptais de rencontrer Marie. Elle vint avec sa fille, Emma, une petite blonde aux yeux curieux qui me rappelait Guillaume au même âge. Marie était simple, directe, sans artifice. Elle regardait ma maison avec respect, pas avec calcul. « Madame Brigitte, » me dit-elle pendant qu'Emma jouait dans le jardin avec les chats du quartier, « Guillaume m'a raconté ce que vous avez traversé. Je veux que vous sachiez que je n'ai aucun intérêt dans vos biens. J'ai ma maison, mon travail, ma vie. Ce qui m'intéresse chez Guillaume, c'est l'homme qu'il est, pas ce qu'il possède ou ce qu'il pourrait hériter. » « Et s'il n'héritait de rien ? Alors il n'hériterait de rien, » répondit-elle simplement. Nous nous débrouillerions comme tout le monde. Cette réponse me plut. Au fil des mois, Marie devint une présence discrète mais constante dans nos vies. Elle ne forçait rien, ne précipitait rien. Elle laissait les choses se développer naturellement. Emma m'adoptait peu à peu, m'appelant « grand-mère Brigitte », avec cette facilité qu'ont les enfants à créer des liens. Un dimanche, pendant que nous déjeunions tous ensemble sur la terrasse, Emma regarda autour d'elle et dit « Grand-mère Brigitte, votre maison raconte des histoires. Comment ça, ma chérie ? » Maman dit que les maisons où les gens sont heureux racontent de belles histoires. Et votre maison sourit. Je regardai Marie, qui rougit légèrement. « C'est juste une façon de parler, » expliqua-t-elle. Mais Emma avait raison. Ma maison racontait des histoires. L'histoire de Michel et moi, construisant nos rêves, brique par brique. L'histoire d'un petit garçon qui grandissait dans ses murs. L'histoire d'une femme qui avait appris à se défendre. Et maintenant, elle commençait un nouveau chapitre. L'année suivante, Guillaume et Marie se marièrent lors d'une cérémonie simple dans le jardin de ma maison. Emma porta les alliances,
sérieuse comme un pape dans sa robe blanche. Nous étions peu nombreux, quelques amis proches, ma sœur venue d'Orléans, les parents de Marie. Pendant que je regardais mon fils échanger ses vœux avec cette femme qu'il aimait sincèrement, je touchais le petit crucifix de Michel. « Tu vois, mon amour, » murmurai-je. Notre garçon a enfin grandi. Il a appris ce que tu voulais lui enseigner, que l'amour véritable ne se construit pas sur l'intérêt, mais sur le respect et la confiance. Ce soir-là, après que tous les invités soient partis, je m'assis sur ma terrasse avec une tisane et regardais mon jardin. Le rosier que nous avions planté Guillaume et moi fleurissait magnifiquement. Ses roses rouges semblaient danser dans la brise du soir. J'avais 63 ans. Ma maison tenait toujours debout. Mon fils avait trouvé l'amour véritable. Et moi, j'avais appris que même à mon âge, on peut encore surprendre ceux qui nous sous-estiment. Pauline avait voulu m'enseigner que j'étais faible, dépendante, un fardeau. Au lieu de cela, elle m'avait montré que j'étais plus forte que je ne le pensais moi-même. Et pour cela, paradoxalement, je lui étais presque reconnaissante. Parce qu'au final, peu importe les tempêtes qui passent dans nos vies. Ce qui compte, c'est si nous sommes encore capables de tenir debout quand elles sont finies. Et moi, j'ai toujours été douée pour tenir debout. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne, commentez ci-dessous de quelle ville vous êtes et répondez-moi. À ma place, qu'auriez-vous fait? Votre message peut égayer la journée de quelqu'un.